bien déjà? Ça va? Il faut que je parle plus fort? Un peu? Ok. Donc tout d'abord un grand merci à Cécile de nous avoir conviés pour cette conférence dans les cadres du Jeudi du Savoir. Donc je m'appelle Charlotte Esposito, je suis la directrice et fondatrice de l'association Océania et je suis actuellement en doctorat ici au CRIOB. Donc c'est un vrai plaisir de prendre la parole dans cet amphithéâtre. Donc je suis accompagnée de Cindy, à qui je vais laisser le plaisir de se présenter. Bonsoir, moi je suis Cindy Gillier, vice-présidente de l'association Océania. J'ai eu la chance de rencontrer Charlotte en 2019 et je me suis impliquée assez rapidement en tant que bénévole dans l'association. Et depuis quelques mois maintenant, j'ai une place officielle, disons, et je suis donc responsable du programme de photo-identification au sein de l'association. Alors ce soir, on va vous parler de la migration des baleines et on va essayer de prendre le temps ensemble d'aborder en fait dans quelle mesure une photo est extrêmement riche d'informations et elle peut bien évidemment venir nous apporter de nouvelles connaissances pour tendre vers une meilleure conservation, une meilleure protection de cette espèce. Donc vous allez voir qu'on a vraiment décidé volontairement de ne pas faire une présentation, on va dire, très générale sur l'espèce. On est parti du principe, et j'espère ne pas me tromper, que vous aviez déjà beaucoup d'informations à disposition sur cette espèce, qui est vraiment une espèce emblématique en Polynésie. Donc on va rentrer vraiment très rapidement dans le vif du sujet. Donc tout d'abord, la première chose qu'on voulait aborder avec vous, c'est l'espèce dont on va parler ce soir. Vous la connaissez tous, comme je vous l'ai déjà dit, la baleine à bosse, donc son nom scientifique, Megaptera novaangliae. C'est une espèce qui représente vraiment une distribution cosmopolite et qui est migratrice, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'observer dans tous les océans du monde. Elle va évoluer donc entre des zones d'alimentation et des zones de reproduction. On reviendra sur ce point-là ensemble sur les diapos suivantes. Lorsque l'on parle de cette espèce, on parle d'une reproduction sur capitale, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, de son cycle de vie qui évolue entre une zone d'alimentation et une zone de reproduction. Elle va arriver ici et quasiment ne plus s'alimenter, donc elle va vivre sur les réserves qu'elle aura constituées au préalable sur sa zone d'alimentation. Donc idem, on va revenir un petit peu ensemble sur ces notions. Quelque chose qui nous importe quant au contexte lorsque l'on parle de cette espèce, c'est son statut de conservation. Donc il est vrai que lorsque l'on regarde de façon mondiale, les baleines à bosse, ce qui est une bonne nouvelle et qui est important à souligner, se portent plutôt bien. Elles ont un statut IUCN, donc l'UICN, c'est l'Union internationale de conservation pour la nature. Elles ont un statut qui est de peu préoccupant et qui tout simplement met en évidence le fait que la majorité des populations de façon mondiale sont sur la bonne route et grandissent. Donc on a retrouvé même dans certains endroits du monde des populations qui ont retrouvé quasiment des stocks autour de 95-96% du stock de pré-chasse baleinière. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est quand même une excellente nouvelle. Cependant, très important pour ce soir, en fonction des populations dont on parle, en l'occurrence la sous-population d'Océanie, dont fait partie les baleines à bosse de Polynésie française, elles ont un statut de conservation qui est différent. On parle d'un statut en danger. Et c'est pour cela qu'au sein de notre association, on a vraiment décidé de repositionner cette espèce en première ligne dans le cadre de nos programmes d'études pour tendre à une meilleure connaissance et donc à vraiment accompagner au mieux, ici localement, les décideurs et gestionnaires autour de la protection de cette espèce. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ces animaux, les baleines à bosse, évoluent entre une zone de reproduction et une zone d'alimentation. Chez nous, ici en Polynésie française, on est au sein d'une zone de reproduction. Une zone de reproduction, ça signifie que chaque année, les baleines à bosse viennent du mois de juillet au mois de novembre pour se reposer, se reproduire et mettre bas. Alors, c'est vraiment important de ressouligner ces trois notions par rapport à l'utilisation de l'habitat qu'elles vont avoir. Elles ne viennent pas juste se reproduire. Il y a vraiment des phases de repos qui sont très significatives. Et il y a également tout un univers autour de la mise bas et notamment du duo maman-bébé que l'on va aborder ensemble un petit peu plus tardivement. Donc, la période de gestation pour cette espèce, elle est comprise entre 10 à 12 mois, ce qui signifie une femelle gestante, ici en Polynésie, va avoir le temps de retourner en Antarctique pour s'alimenter et de revenir mettre bas l'année d'après. Donc on est vraiment sur des cycles annuels. Lorsque la femelle va donner naissance à son petit dans nos eaux,
il va y avoir une phase, comme je vous dis, extrêmement importante où le duo maman-baleineau et cette proximité qui existe entre les deux, est cruciale quant au développement du petit, notamment durant les premiers mois. Vous savez bien évidemment, les baleines à bosse sont des mammifères, donc le petit, au début, va se nourrir de lait. Il est plutôt gourmand, pour rester poli, donc il va boire en moyenne sur le premier mois jusqu'à 300 litres de lait par jour, parce qu'il a besoin d'avoir une prise de masse d'environ 60 kg quotidiennement. Donc chaque jour, le baleineau va prendre 50, 60 kg et boire plusieurs centaines de litres de lait. Ce lait, comme vous pouvez le voir, on vous l'a respécifié, c'est un lait très particulier. Ce n'est pas du tout le lait que vous pouvez mettre dans le café le matin, on est sur quelque chose de très très gras, entre 32 à 38% de matière grasse. C'est grâce à d'ailleurs cette composition très spécifique que le baleineau il est capable de grossir aussi vite sur ses premiers mois de vie. Et donc on parle d'une espèce qui est polygénique, c'est-à-dire que les mâles, pendant la saison, vont aller se reproduire avec plusieurs femelles, et que surtout il y a une phase qui est très compétitive où le mâle va devoir s'affronter en quelque sorte avec d'autres mâles pour avoir accès à la femelle. Lorsque l'on parle maintenant de la zone d'alimentation, donc là on part du côté de l'Antarctique, vous savez que les baleines de Polynésie française arrivent de l'Antarctique. Donc on reviendra sur ce sujet de la zone d'alimentation exacte. Donc en Antarctique, qu'est-ce qui se passe? Ces baleines, comme je vous l'expliquais, elles vont se nourrir quasiment en continu. Donc leur source principale d'alimentation, ça va être le krill de l'Antarctique. Donc c'est vraiment une espèce qui, si vous regardez un petit peu vos doigts et vos ongles, qui va mesurer à peu près la taille pour les plus gros de l'ongle de votre pouce, un petit peu plus de 2 cm. Et puis après, vous avez bien évidemment des individus de plus petite taille. Donc on est sur des espèces qui vont filtrer l'eau en continu pour pouvoir s'alimenter. Elles vont ingurgiter jusqu'à 4% de leur poids total. C'est pour ça que je vous dis clairement, lorsqu'elles sont sur ces zones-là, elles ne s'arrêtent pas de manger. Ça se passe en continu. Elles vont constituer volontairement des réserves excessives pour être prêtes à rejoindre la Polynésie française et arriver sur les zones de reproduction. Donc, une femelle gestante, à titre d'information, elle va pouvoir augmenter son poids jusqu'à 65%. Donc, imaginez un petit peu, on parlera d'une femelle qui pourra arriver sur sa zone de reproduction à plus de 40 tonnes. Les maximums aujourd'hui mesurés, enregistrés, c'est 42 tonnes pour une femelle de 18 mètres de long. Et en termes de comportement, ce que vous pouvez observer sur ces zones d'alimentation, c'est ce qu'on appelle soit des surface feeding ou des deep feeding. Donc les surface feeding, c'est lorsque la baleine va se positionner en surface et va écumer à la surface de l'eau, donc filtrer en continu cette eau pour pouvoir s'alimenter de ce petit krill dont je vous ai parlé, ou alors des comportements de deep feeding, où là vraiment il y a une plongée plus ou moins profonde, avec un comportement qui est collectif, elles vont travailler ensemble pour pouvoir venir rassembler le krill, des bancs de petits poissons également, en surface et être plus efficaces à chaque bouchée. On a dit 4% de leur poids total par jour, il faut être efficace lorsque l'on ouvre la bouche. Donc c'est d'ailleurs une caractéristique très particulière des baleines à bosse, ce qu'elles ont en dessous là, qui va du menton, on va dire, jusqu'au pitot, jusqu'au nombril, c'est long, si ongulaire. C'est tout simplement l'équivalent d'un accordéon qui leur permet de déployer la gorge pour pouvoir ingurgiter de grandes masses d'eau et filtrer et être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est un petit peu pour vous présenter le cycle de vie entre ces deux zones-là. Maintenant, je voulais vous présenter de façon très très succincte un organisme qu'on appelle la Commission internationale baleinière. Je ne sais pas si ça vous parle, la CBI ou l'IWC en anglais. C'est une commission qui a été créée donc en 1946 et qui de base, son objectif était vraiment sur la réglementation des quotas, des captures et des méthodes de chasse baleinière. On était vraiment à une autre époque, donc cette commission-là, elle avait pour responsabilité vraiment d'encadrer cette activité. En 1986, comme vous le savez peut-être, il y a eu donc un moratoire sur l'interdiction de la chasse à la baleine et donc cet organisme a revu un petit peu son objectif et s'est positionné également sur la gestion des stocks et l'estimation des taux de récupération de toutes ces populations mondiales. Donc là, elle passe la commission à un stade, c'est-à-dire qu'elle a besoin de recevoir des informations beaucoup plus régulièrement pour faire une mise à jour et évaluer chaque stock à travers la planète. Et donc, comme vous allez le voir sur la diapo en dessous, qui arrive, il y a vraiment eu une délimitation de ces zones-là. C'est-à-dire, alors là, on n'est vraiment que sur l'hémisphère sud. On a caractérisé, la CBI a caractérisé des zones de reproduction que vous voyez représentées par les petites taches bleues sur la map.
et des zones d'alimentation qui sont numérotées de 1 à 6 sur le bas de la carte. Donc, pour vous resituer légèrement, je pense que vous arrivez parfaitement à nous resituer, les baleines à bosse de Polynésie française, c'est le stock qui est nommé F2, donc le plus à droite sur la carte. Spontanément, j'ai une première question pour vous. D'où viennent, à votre avis, les baleines à bosse que l'on voit en Polynésie française? De quelle zone d'alimentation elles arrivent? Vous positionnerez leur parcours migratoire plutôt vers où? Alors, vers le sud, ça c'est sûr. Alors, si vous deviez me donner un chiffre, 6, plutôt 6. Ouais, c'est plutôt la pensée collective, on va dire. Hein? Ok. Donc, du coup, on va un petit peu discuter de tout ça. Vous allez voir que bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va poser des grands schémas migratoires, la théorie, pour pouvoir proposer les premières recommandations de gestion. Mais ensuite, on va se rendre compte peu à peu que ces limites, elles sont bien plus subtiles que ce que l'on pense et que l'amélioration des connaissances tend à rediscuter de ces gestions et de ces stocks. En termes de connaissances, qu'on voulait poser un petit peu avec vous, ce qui va nous guider pendant cette conférence ce soir, c'est la répartition des baleines à bosse à l'échelle du sanctuaire polynésien. Il y a quelque chose que l'on entend très très souvent, c'est que les baleines à bosse, elles viennent majoritairement autour de Tahiti et de Moorea, et qu'elles adorent nos îles. Alors, juste pour vous dire, quand on fait un petit tour d'horizon et qu'on regarde ce qui se passe dans la bibliographie, auprès des communautés, lorsque l'on interroge les habitants de toutes ces îles éloignées, bien évidemment, on se rend compte que c'est bien plus complexe que ce que l'on imagine. Et donc, actuellement, avec l'association, on a recensé 65 îles et atolls dont la présence des baleines à bosse a été confirmée. Donc, lorsque je vous pose ce chiffre, c'est vraiment qu'on a des photos, qu'on a des témoignages, des observations régulières qui nous arrivent de ces 65 îles et atolls. Maintenant, je vous demande de prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'étude de ces animaux en ce qui concerne l'estimation de la population. Donc, c'est quelque chose qui est, pareil, extrêmement compliqué. On ne va pas du tout rentrer en détail dans la méthodologie de l'estimation d'une population, mais juste pour vous poser des grands chiffres, vous devez très certainement le connaître, le docteur Michael Poole sur l'île de Moorea, ça fait maintenant plusieurs décennies qu'il œuvre pour les baleines à bosse et il a posé des estimations. Donc, une première estimation qui se base sur des données comprises entre 1999 et 2004 et qui pose ce grand chiffre de 1057 individus. Ce que vous voyez en parenthèse, c'est ce qu'on appelle un intervalle de confiance, donc une population comprise entre 715 et 1642 individus. En 2009, il nous repropose une estimation. Cette fois-ci, vous le voyez en termes de données, ça va jusqu'à 2007. Et donc là, on a une population comprise entre 1532 et 2798. Et en 2020, idem, on agrandit encore un petit peu le jeu de données. Et là, on a une estimation qui est légèrement supérieure à 3000, donc qui se situe sur une estimation de population de 2597 à 3968 individus. Alors déjà, le premier constat que l'on peut faire ensemble, c'est que cette population grandit. D'accord ? Donc c'est aussi une bonne nouvelle, il faut le noter. Par contre, ce qui est très important à garder à l'esprit, c'est que lorsque on fait une estimation de la population, on se base sur un jeu de données qui est représentatif lui aussi d'une zone géographique. Aujourd'hui, ce que l'on observe, et ce qui est plutôt normal par rapport à la facilité aussi de déployer notre effort, c'est que ce jeu de données, il est très représentatif pour l'île de Tahiti et Moorea. C'est-à-dire que ces îles, elles sont surreprésentées en termes de données. Donc notre objectif au sein de l'association, et particulièrement au sein du programme Ocean Watch, c'est une fois de plus de prendre de la hauteur et de se positionner prioritairement sur les îles éloignées. On déploie vraiment chaque année des expéditions, on va vous en parler sur ces îles-là, pour aller voir ce qu'il s'y passe et pour avoir un regard un petit peu plus complet et donc proposer une nouvelle estimation de la population qui arriverait vraiment de façon complémentaire à tout ce qui s'est déjà fait pour proposer cette fois-ci une estimation à l'échelle du sanctuaire. Donc on a 5 millions de kilomètres carrés, on est plein d'idées préconçues autour des baleines à bosse parce que vu qu'on les observe quotidiennement autour de Tahiti et de Moorea, on a l'impression de tout savoir et j'espère bien qu'à conclusion de cette conférence, ça va être de vous montrer qu'en fait on connaît pas grand-chose. Ok ? Donc je vais maintenant laisser la parole à Cindy. La première chose que l'on va aborder ensemble, c'est comment améliorer nos connaissances sur les baleines à bosse de Polynésie française. Et voilà, je te laisse la parole.
Donc, je vais vous présenter ce soir une des 5 méthodologies qu'on utilise au sein de l'association pour suivre et à plus ou moins long terme donner une estimation de la population des baleines à bosse en Polynésie. Donc, il s'agit de la photo-identification. C'est une méthode non invasive de suivi qui a été développée dans les années 70 et qui se base sur le principe de la méthode donc CMR, capture, marquage, recapture, qui est par exemple beaucoup utilisée avec les oiseaux qu'on bague et plein d'autres animaux. On ne va pas baguer une baleine, du coup on utilise la photoïde et pour nous l'équivalent de la capture, ça se passe évidemment sur le terrain avec les équipes d'Océania mais aussi nos partenaires. Et donc la capture, comme je disais, c'est la première observation d'une baleine et la prise d'une photo, une capture photographique. Ensuite, l'étape de marquage, ça va être l'analyse de cette photo, de ces différentes observations. Et quand c'est possible, on va voir ensemble qu'il y a des cas particuliers, quand c'est possible, on crée un nouvel individu dans notre catalogue à partir de sa caudale et également d'autres parties de son corps. Vous allez voir pourquoi. Et ensuite, l'étape de recapture, qu'on espère avoir évidemment le plus souvent pour avoir vraiment un suivi, ça passe à nouveau par la présence sur le terrain, l'analyse des images pour permettre de reconnaître un individu qu'on a déjà enregistré dans notre base de données, pour pouvoir dire qu'on a revu cet individu autour de la même île ou d'une autre île, dans la même saison ou une autre année. Depuis quelques temps maintenant, on a aussi la possibilité d'avoir des recaptures à l'étranger grâce à un partenaire qui s'appelle Happy Whale. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une plateforme qui a été développée par Ted Cheeseman et ses équipes. Ils ont développé un algorithme qui est capable de reconnaître la face ventrale des caudales grâce à leur forme et à leur pigmentation. Donc à ce jour, c'est la plus grosse base de données mondiale et leur algorithme a pu s'entraîner sur plus de 385 000 observations et a été capable d'identifier plus de 122 000 individus. Je parle ici que des baleines à bosse parce que maintenant ils ont développé leur algorithme et ils analysent aussi d'autres espèces. Donc là, c'est uniquement les baleines à bosse. Ils ont estimé que leur algorithme permettait de faire gagner 90% de temps par rapport à une analyse manuelle qui est utilisée dans la plupart des suivis. Donc il faut savoir, donc là c'est un aperçu de toutes les observations qu'ils ont pu enregistrer. Comme vous pouvez le voir, c'est assez conséquent dans le Pacifique Sud, encore plus dans l'Atlantique. Mais voilà, on tenait à souligner que c'est grâce à la collaboration de tous, donc n'importe qui peut soumettre une image, mais il se trouve qu'il y a de nombreuses organisations et de programmes scientifiques qui partagent du coup leur catalogue sur Happy Whale et qui nous permettent d'avoir des observations et des informations sur les baleines que l'on croise nous en Polynésie, ailleurs dans le monde. Ah oui. Et donc du coup, depuis quelques temps, ils ont mis à disposition leur algorithme de manière plus directe, parce que pour l'instant sur Whale ID, vous envoyez la photo et une fois qu'ils l'ont analysée, ils vous disent c'est une nouvelle baleine ou on la connaît déjà. Maintenant, ils ont développé donc, ce qui s'appelle Whale ID, qui est lui payant et qui permet par contre d'analyser très rapidement une photo. C'est notamment utilisé pour des expéditions scientifiques où ils doivent biopser les individus, donc prélever un morceau de peau, donc méthode plus invasive. Et pour éviter de déranger plusieurs fois le même animal, ils s'assurent grâce à cet outil que ce n'est pas un individu qu'ils ont déjà biopsé au cours de cette saison. Donc vous allez le voir, c'est assez rapide. C'est disponible sur téléphone, donc vous pourriez le faire pendant que vous êtes en mer. Il faut du réseau évidemment. Je vais vous montrer simplement comment ça se passe sur l'ordinateur. Donc c'est tout simple. Vous allez télécharger une photo. J'ai volontairement choisi une photo qui n'est pas idéale pour l'analyse. Et vous allez voir qu'assez rapidement, il va me faire une proposition. Donc l'algorithme tourne. C'est en temps réel. Je n'ai pas accéléré. Avec une connexion à Moorea. Et donc, il me propose les individus les plus probables. Donc, vous voyez, en haut, il y a un score qui va de 0 à 1 en fonction de sa certitude. Donc là, il le met en rouge, c'est qu'il n'est vraiment pas sûr. Et du coup, il finit par me proposer 5 individus. Je vais vous laisser un petit moment pour observer cette proposition. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui valideraient le choix ou pas ? Bon, personne n'a l'air trop sûr. Alors oui, il y a des tâches, mais il y en a beaucoup qui ont des tâches.
Mais alors oui, en l'occurrence, les dés sont truqués, je sais que c'est la même baleine, et il se trouve que c'est Oropae qui est dans notre catalogue. Et donc, grâce à ce petit bouton, vous auriez directement accès aux informations de la baleine qui est enregistrée du coup sur le site internet. Donc là, il se trouve que Oropae, on l'a vu uniquement autour de Tahiti et Moorea, mais si c'était une baleine un peu plus voyageuse ou un peu moins timide et qu'on aurait observé plus, peut-être que vous verriez des déplacements dans des zones beaucoup plus larges. Donc la photo-identification, comme vous l'avez vu, Happy Whale et de nombreux programmes se basent uniquement sur la caudale pour les baleines à bosse. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui est très caractéristique, que l'on voit facilement, du coup, parce que forcément elle la sort hors de l'eau, il faut que ce soit une zone que l'on peut observer régulièrement chez un individu. Et puis surtout, il y a des études qui avaient déjà montré que c'était quelque chose de stable, c'était l'équivalent de leur empreinte digitale. Comme vous le savez, en Polynésie française, on a l'opportunité de les observer sous l'eau. Donc à Océania, on reçoit de nombreuses images sous-marines ou des sauts, par exemple, mais où on a accès à d'autres parties du corps. Et en cherchant dans la bibliographie, on s'est rendu compte que d'autres marques pouvaient être aussi caractéristiques et aussi stables, c'est-à-dire qu'on pouvait les reconnaître dans le temps et qu'elles pouvaient être utilisées comme complément à l'identification. Donc on a fait le choix de garder cette base de la caudale. Il nous faut absolument une caudale caractéristique identifiable pour créer un nouvel individu. Mais si on a déjà eu la chance de voir plusieurs parties du corps de la baleine et qu'un jour elle nous remontre une autre partie et qu'on arrive à la reconnaître, on se donne le droit de valider le fait que c'est bien elle et qu'on l'a revue. Donc une petite mise en situation pour illustrer ce propos. Donc c'est des photos qui nous ont été partagées par Pierre Follin autour de Tahiti, une observation autour de Tahiti en novembre 2010. Donc le contexte, d'abord une vue depuis le bateau avec un duo maman-baleineau, on le sait évidemment à la différence de taille. Et donc dans la vue aérienne, on voit une caudale qui sort très identifiable. Et donc on a baptisé cet individu Oropae. Dans du coup, le jeu de données, on a aussi d'autres photos de la dorsale du petit, mais comme vous le voyez, c'est peu caractéristique. Parfois, si on zoome, on ne voit pas très bien, donc on ne pouvait pas vraiment en sortir d'informations, ou en tout cas, elle n'était pas assez marquée pour dire avec certitude qu'on pourrait le retrouver. C'était une dorsale noire assez classique. Mais dans le même dossier, on avait aussi des photos sous-marines de la même date, à une heure très très proche, et avec une dorsale qui avait une forme qui ressemblait très fortement à celle du petit. Et là, pour le coup, on l'avait sous toutes les coutures. Et donc, on a pu garder sa caudale, enregistrer sa caudale. Et donc, ce petit mâle, on l'a baptisé Celsius. Et on a pu enregistrer, donc, comme je vous dis, sa caudale, sa dorsale, son ventre et ses pectorales. Et donc, notamment grâce à cette photo, on a aussi pu identifier son sexe. On a ensuite eu l'occasion d'analyser une autre sortie de Pierre Follin qui était datée cette fois-ci du 10 octobre 2010, toujours autour de Tahiti. Et même contexte, maman-bébé à Tahiti. Et cette fois-ci, à nouveau, une caudale qui sort de l'eau. Avec la taille, à nouveau, on suppose que c'est maman. Et pour le petit, à nouveau, on n'a que la dorsale, sauf que cette fois-ci, l'angle de vue est beaucoup plus propice. Et puis, comme vous le voyez, il y a une trace blanche qui est assez caractéristique. Et un œil un petit peu plus averti aussi noterait que la caudale est ce qu'on appelle légèrement bicorne. Donc il y a deux petites pointes. Donc on garde ces informations en tête. Donc on a commencé par passer du coup la caudale dans le catalogue. Et là, c'est plus facile que le cas pratique de tout à l'heure. Elle nous a fait le show et montré le bon côté de la caudale. Et donc, en effet, tout à l'heure, il y en a qui m'ont parlé de marques. Donc là, pour le coup, il y a de nombreuses marques que l'on peut faire coïncider. Je pense que même avec des yeux peu avertis, ça vous semble assez logique. Voilà. Donc, du coup, on a pu affirmer qu'on revoyait Oropae quelques jours. Il se trouve que c'était avant la première observation que l'on a analysée. Puis, retour au petit, où du coup, on avait les vues sous-marines de Celsius de la première observation et puis cette vue du côté droit de la dorsale que l'on a comparée. Alors, je vous ai parlé de la forme bicorne, donc on la retrouve un petit peu et puis ça ne ressort pas bien sur le diapo, mais la trace blanche qu'on voit très bien en aérien,
on la retrouve aussi dans la vue sous-marine en fonction de l'écran sur lequel on regarde. Ça peut changer un petit peu, d'où l'intérêt d'avoir des très bons matos photo. On s'est basé aussi du coup sur des cicatrices que vous voyez un petit peu plus bas sur le flanc. Du coup, on en a conclu que c'était à nouveau Celsius qu'on voyait. Et puis, je ne vais pas vous mentir, le fait que la maman soit la même à quelques jours de différence, ça nous a donné un gros indice aussi. Le contexte est très important. Donc, sur cette carte, on vous présente les îles sur lesquelles l'équipe Oceania a eu l'occasion d'aller récolter de la donnée, mais aussi toutes les îles d'où on a récupéré de la donnée grâce à nos partenaires. Donc on vous parlait tout à l'heure de la surreprésentativité de Tahiti-Moorea dans les études, et donc on essaye de pallier à ce biais en partant le plus d'endroits possible en Polynésie. Donc il se trouve qu'à ce jour, on a couvert une trentaine d'îles. Je parle uniquement ici du programme de photo-identification. Si on utilise uniquement les recensements d'observation, on a à nouveau plus d'îles. Tout à l'heure, Charlotte vous parlait de 65 îles. Donc dans notre catalogue, dans notre base de données photoïde, une trentaine d'îles sur les 118 sont mentionnées, sont représentées. Et on travaille évidemment beaucoup à améliorer tout ça. Donc juste pour la petite légende, en rouge, c'est les équipes Oceania, en bleu, ce sont nos partenaires, et le bleu clair là, de Nuku Tavake, et il y a également Rapa et Marotiri, ce sont des îles dans lesquelles on devrait aller l'année prochaine. Donc pour revenir à notre base de données, au début de la saison, donc là c'est une extraction du 2 août, les analystes de l'équipe photoïde, qui je le précise sont bénévoles pour la plupart, pour la très grande majorité, ont identifié 854 individus et 197 d'entre eux ont été recapturés. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure du CMR, recapturés, c'est qu'on les a revus et reconnus au moins une fois. Au total, on a enregistré dans notre base de données 668 observations, et j'amène votre attention là-dessus. Je fais la différence entre les observations enregistrées et les observations analysées, puisque dans celles enregistrées, on ne prend en compte que celles dont on a pu tirer de la donnée. C'est-à-dire qu'une observation ou un dossier de photos qu'on nous envoie à traiter, mais elles sont floues, c'est pas le bon angle, peu importe, les photos ne sont pas d'assez bonne qualité, on va évidemment y passer du temps, mais on n'en sort pas de données, ou en tout cas pas dans notre programme photoïde, et il faut à peu près doubler l'effort. Donc c'est-à-dire qu'il y a en gros un dossier sur deux, dans pour l'instant tout ce qu'on a analysé, qui ne nous a pas donné d'informations. Donc c'est quelque chose de très chronophage. Donc, ce qui m'amène sur la description de la photo idéale. Si certains d'entre vous veulent participer en nous partageant leurs photos, vous pouvez faire un petit check. Alors le premier point, je pense que ça semble évident pour la plupart d'entre vous, c'est la qualité de la photo, la résolution, le contraste, les couleurs. Des photos sous-marines peuvent être de très bonne qualité, et comme je vous le disais tout à l'heure, on profite de cette opportunité d'avoir accès à d'autres parties du corps, mais il faut vraiment que ce soit une très bonne résolution, qu'on puisse zoomer pour aller voir la caudale. Là pour l'instant je vous ai montré que des vues assez larges, mais ça nous arrive d'aller vraiment chercher le détail, donc il faut vraiment que ce soit de bonne résolution. Une photo d'un téléphone, en général ça ne marche pas trop, mais vous pouvez tenter sur Happy Whale, on ne sait jamais, peut-être que leur algorithme est, enfin je suis même sûre que leur algorithme est beaucoup plus fort que notre œil. Ensuite le point de vue. Je voulais attirer votre attention sur le fait que le point de vue du scientifique n'est pas le même que celui de l'artiste ou de quelqu'un qui cherche une photo esthétique. Un dessous de baleine dans une position un peu bizarre, ça ne vous intéresse peut-être pas pour votre compte Instagram ou votre album photo, mais nous, pour la photoïde, c'est très intéressant. Donc si vous avez ce genre de photos et que vous voulez les partager, ne les supprimez pas, on peut en tirer de l'info. Ensuite, il y a l'angle de vue. Donc ça a été illustré tout à l'heure avec l'exemple de Celsius. La dorsale qu'on voit de dos, clairement, on n'en tire pas d'informations, à moins qu'elle soit très abîmée, qu'il y ait une marque très particulière. Mais par contre, bien sur le côté, là, il se trouve qu'on a eu la chance d'avoir une marque, on en tire de l'information. Donc l'idéal, c'est d'être face à l'individu. Je sais bien qu'on ne le choisit pas, mais voilà, si vous avez la chance d'avoir des photos comme ça, gardez-les. Et ensuite, le dernier point, pour pouvoir mettre à profit, valoriser un maximum tout cet effort d'analyse, il faut qu'il y ait des informations qui soient liées à la photo.
Donc les informations principales, c'est la date, le lieu, l'heure de l'observation, mais également le comportement, le nombre d'individus. Si vous avez même des informations sur, je ne sais pas, la météo ou les déplacements de l'individu, peu importe, il faut essayer de garder un maximum d'informations. Une chose très très simple, c'est d'aller remplir le formulaire sur le site ou l'application de la DIREN. Donc, ça s'appelle l'Observatoire des espèces marines protégées. Et vous pouvez du coup renseigner toutes les informations sur vos observations. Au passage, c'est obligatoire pour les whale watchers. Et vous pouvez en plus charger les photos directement dessus. Donc le catalogue, donc, comme je vous le disais, à ce jour, il y a 854 individus. Et quand on doit analyser manuellement, on évite de faire tout le catalogue. Donc pour ça, on utilise une catégorisation en fonction de la coloration, ouais, voilà, plus simple, coloration des caudales, du dessous des caudales. Donc c'est des catégories qui ont été définies par nos soins, modifiées par nos soins. Et comme vous le voyez, en Polynésie, ou en tout cas dans l'hémisphère sud, les dessous des caudales sont plutôt blancs, plutôt clairs. Les baleines de l'hémisphère nord, elles, ont tendance à être beaucoup plus colorées. Donc là, ça s'illustre très bien dans notre catalogue. Vous voyez que les trois catégories C1, C2, C3 regroupent plus de 60% de nos individus. La catégorie C degré, c'est des caudales dont on n'a pas l'intégralité. Par exemple, celle-ci, j'ai que le haut. Vu que la plupart des différenciations se font au niveau du pédoncule, je ne suis pas capable de dire avec certitude que c'est une catégorie ou une autre. Donc on ne les perd pas quand même. On les met dans le C degré en espérant les recapturer avec une vue plus claire et du coup pouvoir les catégoriser ensuite. Et donc les catégories vont de C degré pour un individu complètement blanc jusqu'à C9. Du coup, on a quelques individus, comme non, j'en ai pas parlé encore tout à l'heure, mais il y aura Roquefort qui est du coup un C9. Donc le catalogue, aujourd'hui, il y a 3317 photos d'enregistrées. Comme vous pouvez vous en douter, les queues, donc les tails, occupent la majeure partie de tout ça. Mais on a pu enregistrer d'autres parties du corps pour 554 individus. Vous voyez peut-être que les dorsales sont très enregistrées. Pourquoi? Simplement parce que depuis un bateau, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Et avec des photos en rafale, c'est facile d'associer la dorsale à la caudale qu'on voit derrière. Mais en général, elles sont peu caractéristiques et donc elles nous servent pas beaucoup pour les identifier. On les garde quand même, mais les parties du corps qui nous servent le plus, ce sont les pectorales, les côtés et le ventre des individus qui ont parfois des marques vraiment très particulières et bien contrastées et qui sont faciles à reconnaître. Eh bien, c'est à moi. Non, mais c'est à toi. Donc, comme vous avez pu le voir, cette méthodologie, la photo-identification, c'est quelque chose de très utilisé dans l'étude des populations de cétacés, donc particulièrement des baleines à bosse. Et ça nous permet vraiment d'aborder plusieurs questions scientifiques d'une grande diversité sur des domaines très complémentaires comme la biologie, l'écologie, l'éthologie. Donc, avec une photo, vous pouvez autant tendre vers une étude sur de l'identification individuelle et des suivis de population, que sur identifier davantage un axe migratoire, sur les comportements ou l'utilisation de l'habitat. Il y a vraiment une grande diversité qui s'ouvre à vous en termes de potentiel. Donc on a sélectionné ce soir avec Cindy 3 approches qui peuvent être illustrées en fait grâce à la photo-identification comme un apport de connaissances significatif. Ok. Donc la première question, on va essayer d'aborder ensemble comment définir la zone d'alimentation des baleines à bosse, donc ici en l'occurrence de Polynésie française, grâce à l'utilisation de la photo-identification vraiment pour un suivi individuel. Donc si vous vous souvenez, lorsqu'on a abordé la commission baleinière internationale, je vous ai posé cette grande question, instinctivement, selon vous, d'où viennent les baleines à bosse de Polynésie française? Quelle zone vous pourriez identifier comme étant la zone d'arrivée des baleines que l'on observe ici en Polynésie française? Donc on va commencer par quelque chose d'assez simple, c'est de poser ensemble un petit peu le constat. Donc je vous remets cette carte-là. Donc de nouveau, la population de Polynésie française F2, et on va dire un choix qui pourrait en tout cas se poser entre la zone 6 et la zone 1. Donc on va essayer un petit peu ensemble de voir dans quelle mesure le suivi par photo-identification nous permettrait d'identifier avec beaucoup plus de détails ces axes migratoires. Donc Cindy, elle va vous présenter un cas concret et puis moi je reviendrai dessus juste après.
Donc je vous présente Manon, une adulte avec une caudale qu'on a catégorisée en C3 parce que vous voyez peut-être la trace noire remonte un petit peu au milieu, donc c'est la caractéristique des C3. Manon, elle a été vue par les équipes d'Océania à bord d'un bateau de Tahiti Ocean Explorer en août 2021 autour de Moorea. Et quand on a envoyé la photo sur Happy Whale, on a eu une recapture en janvier 2022 en Antarctique, dans la péninsule antarctique. Et puis le logiciel nous a aussi signalé une autre observation plus ancienne en février 2019, à nouveau proche de la péninsule antarctique. Donc il se trouve que sur les 854 individus du catalogue Océania, il y en a 11 qui ont été vus en tout 16 fois, donc on a 16 recaptures en péninsule antarctique. Ça représente seulement 1,3% de notre catalogue, ce qui est, je vous l'accorde, minime. Mais ce qui nous assure, ou ce qui nous met sur la piste que la zone d'alimentation est la péninsule antarctique, c'est que nous n'avons aucune recapture ailleurs pendant l'hiver austral. C'est-à-dire que même si pour l'instant on en a peu, toutes les recaptures que l'on a sont même pas dans la grande péninsule antarctique, elles sont là. D'accord ? Donc c'est vraiment très ciblé. On verra ce que nous réserve l'avenir, mais pour l'instant, c'est la conclusion que l'on tire du jeu de données que l'on a à ce jour. Donc du coup, si on revient un petit peu sur le schéma précédent, vous verrez que la donnée actuelle, en tout cas traitée, nous permettrait plutôt de poser l'hypothèse que la zone d'alimentation des baleines à bosse de Polynésie française serait la zone 1. Donc c'est très intéressant parce que lorsqu'on reprend un petit peu l'historique de ces axes migratoires, lorsque vous lisez toutes les revues scientifiques, pendant très longtemps, la zone d'alimentation qui était posée, et vous avez raison d'une certaine façon, c'était cette zone 6. Parce que la théorie avait posé que les animaux allaient un petit peu à l'économie en termes d'énergie, donc elles avaient plutôt des directions et des axes migratoires rectilignes. Ici, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas et que donc du coup, elles parcourent plutôt 8000 km. Donc 8000 km entre Moorea et la péninsule antarctique, et parfois des schémas migratoires qui sont beaucoup plus détaillés, donc beaucoup plus complexes. Le fait que cette zone d'alimentation soit aussi légèrement décalée sur l'est arrive finalement de façon très très complémentaire avec notre base de données d'observation. Je pense que tous, régulièrement, chaque année, on attend l'arrivée des baleines à bosse autour de nos îles et on est toujours à l'affût de la première observation et de la dernière observation. Ce qui nous permet vraiment d'établir cette variabilité interannuelle, que certaines années, on observe les baleines autour de telle île plutôt en juillet, parfois plutôt en mai, parfois plutôt en avril. C'est vraiment très différent d'une année sur l'autre. Et surtout, comme vous l'a montré tout à l'heure Cindy, le fait que notre équipe se positionne davantage sur les îles éloignées, il y a tout cet échange avec les populations sur place qui nous permettent aussi d'identifier, eux, quelles sont les zones d'observation autour de leurs îles, quels sont les pics d'observation autour de leurs îles. Et quelque chose de très intéressant, mais qui reste à ce jour une grande hypothèse et quelque chose que l'on aimerait creuser un petit peu plus en détail dans les années à venir, c'est que finalement, vous savez, cette grande idée que les Australes, et Rurutu particulièrement, est la porte d'entrée des baleines à bosse pour la Polynésie française, il s'avère que ce serait un petit peu plus subtil que ça, parce que les premières baleines à bosse, en tout cas de tous les témoignages que l'on a dans le cadre de notre volet ethnobiologique, je reviendrai rapidement dessus, tendent à confirmer que les baleines, elles ont plutôt une arrivée sud-est, voire plein est. C'est-à-dire que les observations sont aussi très très tôt dans la saison du côté des Gambiers ou alors des Tuamotu Est. Et donc, tout ça, ce qui est extrêmement intéressant et qui est pour nous aussi l'enjeu derrière tout ce questionnement scientifique, c'est, comme je vous l'expliquais, prendre un petit peu de hauteur sur cette zone d'échantillonnage, aller voir ce qui se passe ailleurs pour se re-questionner sur ces idées un petit peu préconçues que l'on a. La deuxième grande question qu'on va aborder avec vous, c'est de quelle façon les baleines naviguent-elles dans les eaux polynésiennes? Donc là, vraiment, on va se concentrer à l'échelle d'une saison. Idem, cette question, on a voulu vous la proposer parce que, très souvent, on parle de fidélité des baleines à bosse à l'échelle de la Polynésie française. C'est quelque chose, en effet, qui a été attesté. On est sûr que les baleines à bosse sont une population génétiquement distincte, ce qui nous a permis de les classer dans le stock F2. Donc, si vous vous souvenez, sur la petite carte, il y avait un autre petit F à côté, F1, qui sont les îles Cook. Ces deux populations, même si géographiquement elles sont plutôt proches, génétiquement elles sont vraiment distinctes.
Ensuite, la fidélité de cette espèce à l'échelle de la Polynésie française, idem, c'est quelque chose qui est avéré par rapport à la base de données photo-identification, par rapport au premier suivi génétique qui avait été fait. On est sûr que chaque année, on revoit des mêmes individus. Et donc, Cindy, elle vous l'a aussi un petit peu présenté par rapport à la taille de notre base de données. Vous voyez qu'il y a quasiment 25% du catalogue océanien qui a déjà été recapturé au moins une fois. C'est-à-dire qu'on revoit clairement les mêmes individus. Mais les questions que l'on se pose, nous maintenant, à l'échelle de notre étude, c'est l'échelle de cette fidélité, une fois de plus, à l'échelle aussi d'une saison. Donc, c'est-à-dire qu'il y a autant l'aspect temporel que l'aspect utilisation de l'habitat. C'est est-ce qu'une baleine va venir chaque année autour de Moorea, y passer la saison, peut-être bouger un petit peu entre Tahiti et Moorea, mais sera très fidèle à cette zone? Ou est-ce que Moorea n'est qu'un lieu de passage et ensuite elle va continuer sa route? Donc Cindy, elle va présenter pareil, toujours quelques cas concrets, et puis moi je viendrai en conclusion. Donc, je vais commencer par Manta, qui a été assez fidèle à la zone Tahiti-Moorea. Comme vous pouvez le voir, elle a été observée du 20 août au 9 septembre 2014 autour de Moorea. On a plusieurs observations autour de ces dates-là. Et elle a ensuite été observée le 17 septembre de la même année à Tahiti. Donc pour l'instant, les données qui ressortent de notre base de données, c'est que la zone Tahiti-Moorea pourrait être considérée entre guillemets comme une seule île, si vous voulez. Les échanges sont très importants. On revoit facilement un individu autour de Moorea et quelques jours, voire dans la même journée à Tahiti. Okay. Par contre, la zone de la presqu'île a l'air d'être délimitée et pour le coup, on aurait tendance à la considérer comme une autre île. Et du coup, on a des individus qui sont un peu plus fidèles autour de Tahiti et qu'on voit rarement, voire pas du tout, à Moorea par exemple. Un autre exemple qu'on a, c'est Luke, qui elle a été vue 7 fois entre le 2 et le 29 septembre 2020 par notre partenaire du coup Tubuai Plongée, qui donc l'a observé de nombreuses fois et elle faisait partie d'un groupe de 5 à 6 individus qui ont tous été vus ensemble 6 ou 7 fois autour de l'île sur cette période-là. Donc, comme vous avez vu, il y a des individus qui sont assez fidèles et puis il y en a d'autres qui bougent un peu plus. C'est le cas de Maloiti. Donc Maloiti, elle a été observée par les équipes d'Océania le 4 août 2020 à Moorea. C'est la première observation qu'on a enregistrée. Puis, grâce à de la data fournie, partagée par la DIREN, on a pu la recapturer donc le 27 septembre à Bora et à nouveau le 11 août. Donc, ça veut dire qu'elle a fait un petit aller-retour en 15 jours. Puis, elle est redescendue jusqu'à Tubuai. Il manque une flèche. Jusqu'à Tubuai, où elle a été observée à nouveau par Tubuai Plongée le 20 septembre 2020. Donc ça représente plus de 1250 km en un peu plus de 2 mois, un peu moins de 2 mois. 1250 km à ajouter aux 8000 km qu'elle a fait pour venir jusqu'en Polynésie. Et on n'a peut-être pas tous ces déplacements. D'accord ? Un autre exemple intéressant, du coup, c'est Virabhadra, qui lui a été vu donc, à la presqu'île, ou lui, je dis lui, mais on ne sait pas, donc elle peut-être, qui a été vue à Tahiti le 19/9 2020, puis aux îles Cook, il a été, donc c'est Happy Whale qui nous a donné l'information, il a été recapturé par Nan Hauser, donc qui est une chercheuse australienne qui travaille aux îles Cook, et qui a vu ce même individu dans la même saison. Donc, comme on vous a dit, il y a des individus, on se doutait que les individus bougeaient entre les îles du sanctuaire, mais il se trouve qu'elles passent aussi les frontières, ça ne les dérange pas. Et donc là, à nouveau, ça représente un peu plus de 1200 km à nouveau à ajouter à la migration entre la zone d'alimentation et la zone de reproduction. Alors, ces quelques exemples que Cindy vous a présentés nous montrent plusieurs choses. Tout d'abord, le fait que la fidélité à l'échelle du sanctuaire est véritable, qu'elle se fait parfois autour d'une même île et parfois un individu va réaliser des déplacements plus ou moins longs à l'échelle d'une saison. Quelque chose qui nous questionne et qui vous questionne parfois, c'est l'orientation de ces animaux, que ce soit à l'échelle d'un océan ou même à l'échelle de notre sanctuaire, comme je l'ai expliqué, qui fait 5 millions de kilomètres carrés. Qu'est-ce qui pourrait influencer les baleines à aller plutôt sur une île qu'une autre? Comment elles se déplaceraient? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans la littérature scientifique, notamment la présence de magnétites comme les tortues qui aideraient par rapport au champ magnétique à se diriger sur notre globe, dans les océans.
Mais il y a également quelque chose qui est très intéressant et qui est de plus en plus positionné, c'est le fait que les baleines auraient tendance à utiliser les structures géographiques et notamment les alignements de monts sous-marins et donc plutôt se déplacer par rapport à ce qui se passe au fond de l'océan. Quelque chose de fixe et donc du coup clairement qui a beaucoup de sens. Et donc il y a des études, dont une étude qui s'est faite au Japon avec énormément de data qui a vraiment mis ça en évidence. Des déplacements le long d'un même axe, alors que les îles sont séparées entre elles sur de distances beaucoup plus grandes, plutôt que des déplacements entre des îles qui sont sur deux axes parallèles beaucoup plus proches. C'est-à-dire qu'elle va vraiment favoriser de suivre la chaîne de monts sous-marins plutôt que de s'excentrer de cette chaîne pour aller sur une autre chaîne parallèle sur une île qui est alors plus proche géographiquement. Donc toutes ces choses-là, en fait, nous ont en tout cas motivés à l'idée de regarder aussi ce qui se passait sur les autres volets du programme. Comme on vous l'a expliqué, aujourd'hui on vous parle beaucoup de photo-identification, mais on a également un programme de génétique, un programme de photogrammétrie, d'autres programmes qui sont en cours. Et la génétique et les premiers résultats préliminaires, ils commencent à poser cette tendance sur l'axe formé en fait par la formation des îles de l'archipel de la Société, où les baleines, même génétiquement, il y aurait un appariement beaucoup plus fort entre les individus qui se déplaceraient entre Tahiti, Moorea et Wahine. C'est vraiment une petite route qui serait très très régulièrement empruntée. Également, les résultats préliminaires issus cette fois-ci du volet ethnobio. Donc là, c'est tout ce qui est issu des recueils donc de témoignages, essentiellement des Matayapo sur les îles éloignées, qui sont des livres ouverts, remplis de connaissances fabuleuses. Et ça nous tient vraiment à cœur de valoriser aujourd'hui ces savoirs traditionnels et de les mettre au regard de ces données scientifiques qu'on vous présente ce soir. Et donc là, en fait, il y a vraiment des choses qui sont attestées, posées au sein de certains archipels sur des axes migratoires à l'échelle du sanctuaire. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les pêcheurs, typiquement, communauté d'observateurs par excellence, des choses qu'ils voient que nous, on ne sera jamais capable de voir à l'échelle de notre vie, c'est certain. Eh bien vraiment en fait ont un recul maintenant sur plusieurs décennies selon eux d'individus qui sont capables de voir se déplacer d'une île à l'autre, revenir en fin de saison, etc. Et qui suivraient donc ces fameux, comme je vous l'expliquais, finalement bathymétrie, lignes de monts sous-marins, structures géologiques. Et donc c'est assez criant sur des archipels comme les Tuamotu par exemple, vous avez vraiment des atolls alignés par rapport à leur formation. Les baleines que vous voyez sur un premier atoll, vous allez les voir de façon quasiment distincte sur toute la lignée des îles qui suit. Donc vous voyez tout à l'heure ce grand chiffre qu'on vous a posé, 65 îles et atolls sur lesquels nous avons confirmé la présence des baleines à bosse. Eh bien en fait ça n'inclut pas toutes ces îles entre deux îles ou tous ces atolls entre ces atolls. Donc finalement il y a quand même une vraie, on va dire un feeling scientifique, je ne sais pas si je peux me permettre, mais que la répartition des baleines à bosse à l'échelle du sanctuaire polynésien, on parle même de quasiment la totalité de notre sanctuaire. Même les marquises qui sont souvent mises de côté par rapport aux baleines à bosse, plus on rencontre des marquisiens, plus on échange avec eux, plus on se rend compte qu'en fait des baleines à bosse aux marquises, ça n'a rien d'inhabituel. Il y en a peut-être moins, mais chaque année, il y a des baleines à bosse aux marquises. Et lorsque vous échangez avec les Tuamotu Est et le début de l'archipel des Marquises, ils vous posent vraiment cet axe migratoire où les baleines typiquement observées du côté de Nukutavake, c'est celles qui se retrouvent aux Marquises. Donc vous voyez que pour nous, en fait, ça semble essentiel aujourd'hui aussi d'aborder cette grande thématique d'utilisation de l'habitat des baleines à bosse, de savoir, de connaissances, en venant mettre un peu tout le monde autour de la table. C'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous intéresse à l'association. C'est pas de regarder juste une problématique par le trou de la serrure, c'est d'ouvrir la baie vitrée et de regarder un petit peu avec plein d'angles différents et d'inclure le regard de chacun sur nos études. Donc, la dernière question qu'on souhaitait aborder avec vous, finalement, là, on prend de la hauteur et on va parler un peu des échanges au sein du Pacifique Sud. Vous allez voir qu'on a de grandes voyageuses dans ce catalogue et Cindy va vous en parler un petit peu plus en détail. Donc, au niveau du constat, ce que l'on pose, en effet, c'est que la biblio pose vraiment que la population de Polynésie française est relativement isolée, géographiquement et génétiquement. Ça, c'est un premier constat qui est posé aujourd'hui dans la littérature scientifique. La deuxième chose, c'est que, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ces populations sont croissantes, mais certaines sous-populations tendent à avoir un taux de croissance plus lent que les îles voisines. Et c'est le cas, comme je vous l'exprimais en début de présentation, de la sous-population d'Océanie. Et ensuite, l'autre chose qui est assez intéressante et qui nous guide un petit peu dans nos études, c'est cette notion de philopatrie des femelles. Donc la philopatrie, vous savez, c'est la fidélité des femelles à un habitat. Et donc ici, en l'occurrence, à la zone de reproduction, c'est-à-dire que la philopatrie des femelles
seraient susceptibles de façonner la structure génétique des populations, voire de créer certaines isolations. C'est-à-dire que les femelles, aujourd'hui, ce qui est posé dans les littératures, elles auraient tendance, elles, à avoir une fidélité encore plus stricte. Un peu comme les tortues qui reviennent sur leur plage de naissance. Voilà. Donc, c'est des études qui sont assez récentes, mais en tout cas, pareil, qui nous permettent aujourd'hui, lorsqu'on essaie d'analyser un petit peu notre jeu de données, d'avoir ça à l'esprit. Je t'en prie. Donc, je vous ai parlé brièvement tout à l'heure des recaptures. Je vais revenir un petit peu plus dessus. Donc, sur les 854 individus de notre catalogue, il y en a 197 qui ont été donc ce qu'on appelle recapturés. Mais ce qui nous intéresse là, c'est les 78 observations et pas individus. C'est pas la même chose. Du coup, les 78 observations qui ont été rapportées par Happy Whale à l'étranger. Donc voilà une petite cartographie. Donc évidemment, Tahiti et la Polynésie ressort beaucoup puisque c'est notre jeu de données. Mais vous voyez qu'on a des recaptures aux îles Cook et j'attire tout de suite votre attention au petit point qui est au Tonga. Parce que du coup, c'est les deux zones qui ressortent le plus. On a respectivement 25 et 23 observations. Donc ça fait... Une vingtaine d'individus. Oui, une vingtaine d'individus. Mais en gros, les deux tiers des recaptures à l'étranger se font aux îles Cook et aux îles Tonga. Il y a dans chaque zone 20 individus, dont 2 en commun, du coup, avec ces deux zones qui ont été recapturées. Mais on a aussi du coup des recaptures à Niue, aux Samoa, aux îles Pitcairn, et un peu plus étonnamment en Équateur, au Costa Rica et au Pérou. Je ne les ai pas mis sur la carte, sinon on ne voyait rien de la Polynésie. Mais voilà, on a quelques individus qui sont là-bas. Ils n'ont pas passé l'équateur encore, c'est la théorie admise dans le monde scientifique, c'est que les baleines du coup ne passent pas l'équateur. Mais il y en a qui s'en sont beaucoup rapprochés et ça amène encore sur le fait que les 8000 km pour venir de la zone d'alimentation en Polynésie, finalement, c'est peut-être pas grand-chose si elles sont capables de remonter jusqu'en Équateur et que du coup, ça n'est pas spécifique à une population. Les baleines de la population de Polynésie sont aussi capables de faire des voyages aussi longs. Donc, pour illustrer tout ça, je vous présente Katjodan, qui a été observé une première fois aux îles Cook en 2007. Puis, il a été observé à Moorea ou Tahiti, à Moorea, donc par les équipes Oceania en 2009. Happy Whale nous a signalé qu'il a été vu en mai 2021 en Antarctique. Puis, on l'a recapturé, nous, à nouveau à Moorea en octobre 2021. Donc là, on a eu une migration directe, c'est-à-dire qu'elle s'est alimentée en Antarctique et quelques mois plus tard, on l'a retrouvée à Moorea. Un autre exemple, ici, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Roquefort, la petite C9. On a eu du mal à savoir si c'était la face ou le dos de la caudale. On y a passé un petit peu de temps. Mais du coup, elle a été vue pour la première fois au Samoa en 1994. Pour vous montrer aussi que le jeu de données de Happy Whale est vraiment très large. Donc en 1994, puis au Tonga en 2009. Elle a été vue en 2011 dans les îles du Vent, puis en octobre 2020 aux Australes, et en 2021 on l'a recapturée à Tahiti, si je ne dis pas de bêtises, donc à nouveau dans les îles du Vent. Donc elle, pour le coup, elle s'est beaucoup baladée, sachant que évidemment entre chaque zone de reproduction, entre chaque année, il y a un petit aller-retour en Antarctique, où on n'a pas eu la chance de l'observer. Et du coup, je voulais vous la présenter parce que c'est la baleine qu'on a été capable de suivre le plus longtemps pour l'instant. On a à ce jour 27 ans de suivi. Donc on espère la revoir dans les prochaines saisons, dans la data de cette année qui nous reste à analyser. Clairement. Du coup, je profite de cet exemple avec Roquefort pour illustrer un petit peu toutes les choses qu'on a essayé d'aborder avec vous ce soir. Sur le fait notamment que cette méthodologie qu'on vous a présentée, la photo-identification, c'est quelque chose de vraiment robuste, c'est-à-dire que parfois on pourrait émettre un peu un doute sur le fait de quelle mesure cette caudale elle va vraiment pas changer. Est-ce que vraiment avec 10 années d'écart on est capable de la reconnaître? Eh bien oui, et Roquefort n'est pas un exemple unique et isolé. Clairement, on a de nombreux individus qu'on arrive à recapturer sur de très grandes distances, pour le coup là, de l'ordre temporel, donc avec 10, 20 ans qui les séparent. Donc c'est quelque chose qui ne bouge pas, qui est extrêmement stable. L'autre chose aussi sur laquelle je voulais apporter votre attention, c'est que bien, comme on vous l'a introduit tout au début, ce soir on voulait mettre l'accent sur
cet aspect de migration. Lorsque l'on s'affaire aujourd'hui à protéger une espèce migratrice qui n'a finalement pas de frontières, vous le voyez bien, nous on est très cartésien à mettre un peu tout dans des boîtes là, mais en fait finalement une baleine faire, comme elle vous l'a montré Cindy, les Australes, Cook, un peu plus de 1000 km, ou les Australes, les îles de la Société, les Tuamotu, redescendre, c'est la même chose, il y a aussi 1000 km. Donc on est très 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 loin aujourd'hui d'identifier finalement tous leurs secrets, et c'est une bonne chose. Mais ça nous montre et ça vient souligner cette importance dans la coopération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut étudier une espèce migratrice, ça demande une comparaison, une collaboration à l'échelle régionale, voire internationale. Si on fait les choses que de notre côté, et bien finalement, ce soir, on aurait pu vous présenter que de la donnée autour de la Polynésie française. Ce qui en soi est très intéressant, mais on passe à côté de toutes ces choses assez passionnantes qu'on a commencé à vous présenter. Et là, lorsque l'on soumet sur une plateforme collaborative comme Happy Whale, finalement, on ouvre notre regard et notre questionnement scientifique à quelque chose de beaucoup plus constructif et périn. Et c'est vraiment cette direction que l'on veut prendre au sein de l'association. Alors, c'est beaucoup de travail. Vous avez vu que nous, on a choisi un petit peu une méthodologie hybride. On fait de l'IA et on fait aussi de la méthodologie manuelle pour la photo-identification. Mais comme je vous l'ai très très rapidement introduit en différents points, on a aussi d'autres protocoles qui tournent avec d'autres types de collecte de données. Typiquement l'acoustique, c'est vraiment une méthodologie lorsque l'on s'intéresse aux cétacés et particulièrement aux baleines à bosse. Leurs chants sont connus à travers la planète, donc c'est évident qu'il faut regarder de ce côté-là. Ensuite, on a la génétique, où là, on a une base de données qui commence à être conséquente. On a plus de 600 échantillons qui ont été collectés sur les 3 premières années. Et là, cette année, on a au moins 200 échantillons encore à soumettre. Donc, vous voyez qu'en 4 ans, on aura plus de 800 échantillons génétiques. Donc là, du côté génétique, malheureusement, ce soir, on ne va pas avoir le temps de vous présenter tout ça. Mais on a vraiment décidé de choisir une méthodologie aussi non invasive, c'est-à-dire de prélever le squame. Donc, les baleines à bosse, dans la colonne d'eau, elles vont perdre naturellement des morceaux de peau que nous, on récupère. Et ensuite, on va faire des analyses microsat et ça va nous permettre d'avoir des informations sur être capable de sexer la population, avoir un sexe ratio, savoir le pourcentage de mâles, le pourcentage de femelles. On va également s'intéresser aux liens de parenté pour avoir une espèce de grande map, une généalogie de la population. Alors vous avez vu qu'avec 857, et on est encore très loin de la dernière estimation, ça risque de faire un arbre généalogique assez complexe. Mais en tout cas, c'est très intéressant pour voir si certains mâles dans la population ont un succès reproducteur particulier. Voilà, il y a beaucoup de questions auxquelles on peut répondre grâce à la génétique. Depuis cette année, on a commencé à déployer, à mettre en place un protocole qui se fait par drone. Donc là, c'est pour tout ce qui est photogrammétrie, c'est-à-dire qu'avec des vues aériennes de bonne qualité, on va être capable, grâce à un logiciel, de venir savoir la taille exacte des individus et même avoir leur volume, donc leur poids. En quoi c'est intéressant ? Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir plus d'informations sur l'état de bonne santé des populations et donc de suivre par exemple en début de saison la taille et le poids de ces individus. En fin de saison, à titre d'information, comme je vous l'ai expliqué, elles vivent sur leurs réserves constituées au préalable en Antarctique. Une baleine à bosse, ça va perdre en moyenne 10 tonnes à l'échelle d'une saison. Voilà. Et donc vous le savez, bien évidemment, il y a énormément de questions aussi à l'échelle de l'océan. Il y a des changements drastiques qui s'opèrent, notamment les impacts du réchauffement climatique. L'Antarctique ne fait pas exception. Les ressources alimentaires s'amoindrissent. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que l'on commence à voir s'installer de plus en plus durablement, malheureusement, en Antarctique. Et donc, le fait d'avoir une meilleure connaissance de toutes ces caractéristiques en termes de biométrie d'un individu, c'est très important dans le suivi d'une population. Et le dernier, comme je vous le dis, mais pas des moindres, finalement, c'est l'humain. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a, notre expérience, notre association, nos expéditions prennent un sens tout particulier lorsqu'on est vraiment amené à passer autant de temps à terre qu'en mer. Parce que les légendes, les savoirs au sein des familles, tous ces témoignages qui nous sont partagés avec beaucoup de confiance, et on se sent extrêmement reconnaissant à l'égard de tout ça, viennent aujourd'hui nous permettre de regarder les choses parfois sous un angle différent. Et donc, on est très heureux de ça. Je pense intimement que l'histoire de vie de ces animaux est aussi connectée à la nôtre. Et c'est cette approche que l'on va avoir très inclusive. Donc, c'est pour ça qu'on essaie, dans la mesure du possible, de déployer toutes ces méthodologies. Et ce soir, on vous en a présenté qu'un tout petit morceau pour le coup.
Donc, je tenais à vous remercier tous d'être aussi nombreux. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et puis, ça va être l'heure des questions, je crois.